Le samedi 5 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique des Européens debout. Le colloque de l'Iliade, c'est près de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie à Paris, pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain. Autour de la buvette, lors des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez des personnalités politiques, intellectuelles, militantes, Alice Cordier, Jean-Yves Le Gallou, Michel Maffesoli, Victor Aubert. Ne manquez pas cette occasion de retrouver les vôtres. Rendez-vous le 5 avril à Paris. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, au programme de cette semaine, nous reviendrons en images de la semaine sur les célébrations du Ramadan. Il y a eu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. Les médias en revanche n'en ont que très peu parlé, on va le voir. Et puis le dossier de cette semaine, il est bien sûr consacré à l'inéligibilité de Marine Le Pen, un séisme politique, on va le voir, et on va s'attaquer aux réactions médiatiques autour de cette affaire. Vous allez voir, nous avons un petit exercice amusant à vous faire voir. Il s'agit d'un micro-trottoir monté de 3 façons différentes. Je l'annonce tout de suite, vous verrez, nous sommes donc allés à l'extérieur pour faire un travail de journaliste orienté et de journaliste pas très juste. Si le programme vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, si vous êtes prêts, on va y aller. Une image partout en France, c'était la fin du Ramadan dimanche dernier, les célébrations de l'Aïd el-Fitr, cette pratique de l'islam qui occupe de plus en plus l'espace public, et les réseaux sociaux ont partagé justement quelques images. Ève de Souche par exemple à Grenoble avec 35 000 personnes dans un parc d'exposition. À Colombey, on a des images partagées par Damien Rieu qui parle de Colombey, les 300 mosquées. À Montpellier, plus de 20 000 personnes qui ont célébré l'Aïd el-Fitr pour la fin du Ramadan. À Strasbourg, un internaute nous signale que la plupart des bâtiments publics et des terrains de football ont été réquisitionnés pour la prière de l'Aïd pour la fin du Ramadan. À Gennevilliers également, cette fois-ci la maire et le député parti communiste Elsa Faucillon ont pris la parole lors de ces célébrations de l'Aïd el-Fitr pour critiquer notamment le ministre de l'Intérieur lors d'un discours politique. Et puis on avait également des images à Ivry-sur-Seine, à Vitry, à Saint-Denis, à Bondy, à Créteil-le-Valois, Argenteuil, Montreuil, des centaines de milliers de musulmans qui s'étaient rassemblés. Jean-Yves, peut-être un commentaire sur toutes ces images. Un commentaire très, très rapide. D'abord, selon une formule que j'utilise souvent, sous les pommiers, on trouve des pommes. Beaucoup d'immigrés sont venus des pays arabo-musulmans et évidemment, maintenant, ils occupent l'espace public pour des prières publiques, souvent avec le soutien d'ailleurs des mairies, un accès aux bâtiments publics. Ça peut peut-être poser un problème par rapport à la laïcité, mais bon, passons. Mais ce qui est intéressant, c'est que les images sont frappantes. On les trouve sur les réseaux sociaux, mais les médias occultent les images, peut-être dans le souci de ne pas inquiéter, de ne pas trop montrer la réalité. Vous savez, vous connaissez la formule de Renaud Camus, immigration, ouvrez les yeux. Les médias ne sont pas forcément favorables à ce que l'opinion ouvre les yeux, qui reste sur les réseaux sociaux. Pas de chiffres, pas d'images. Effectivement, place maintenant au dossier de cette semaine.
Revenons maintenant sur l'inéligibilité de Marine Le Pen. Et commençons peut-être par le commencement. Il y a 3 juges qui ont été chargés de juger Marine Le Pen et les collaborateurs parlementaires. La juge, notamment, qui se démarque particulièrement, il s'agit de Bénédicte de Pertuis. C'est une juge, il faut le savoir, qui a confié en 2020 notamment s'être engagée dans la magistrature suite à un discours d'Eva Joly qu'elle avait vu à la télévision. Jean-Yves, peut-être vous avez un commentaire à faire. Alors, je précise que diffuser son portrait serait une attaque, vous le voyez ici, parce que moi je pense que mal montrer les choses pour plagier Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Donc Jean-Yves, je vous laisse faire le commentaire sur cette juge. Je crois que les juges ont des responsabilités politiques aujourd'hui éminentes. Un juge qui interdit à quelqu'un d'être candidat à l'élection présidentielle prend une décision politique, donc elle doit assumer la décision politique et on doit pouvoir la voir. Effectivement, c'est une juge, on peut dire, d'un profil particulier, puisqu'elle a expliqué elle-même qu'elle s'était engagée dans la magistrature en suivant pour modèle Eva Joly. Qui est Eva Joly ? Eva Joly a été un juge justicière il y a une vingtaine d'années et qui ensuite a fait une carrière de député européen écologiste d'extrême gauche. Bon, c'est tout à fait son droit, mais c'est assez intéressant de le savoir. Et évidemment, ça pose un doute sur l'impartialité de la justice. C'est vrai que dans le statut de la magistrature, il y a l'obligation d'impartialité. Mais c'est pas parce qu'il y a l'obligation d'impartialité que l'impartialité est de droit divin chez les juges. On va le voir notamment dans le cadre du syndicat de la magistrature. Le Figaro publiait cet article, condamnation de Marine Le Pen, Bénédicte de Pertuis, la juge par qui le tremblement de terre est arrivé. Il nous signale que Bénédicte de Pertuis vit désormais sous protection policière. Ça a l'air terrible ce qui lui arrive. En tout cas, mardi matin, à la suite de ce jugement, était sur les médias Jean-Philippe Tanguy sur France Info, Laurent Jacobelli qui était sur LCI, Chenu qui était sur France 2, Bardella sur Europe 1 ainsi que CNews, Alliot était lui sur BFM, Julien Audoul était sur Sud Radio, même Marion Maréchal Le Pen intervenait sur TF1. Certains ont parlé d'un tapis rouge médiatique, c'est une expression intéressante, vous allez voir. Je vous laisse vous faire un avis avec la presse écrite peut-être et quelques éditos intéressants. Les voici. Le Point, inéligibilité de Marine Le Pen, le spectre de la démocrature, un article éditorialisant de France Olivier Guibert. Le Point toujours, ancien président de la LICRA et opposant historique du RN, Alain Jakubowicz dénonce la décision du tribunal concernant Marine Le Pen. L'Express avec Anne Rosencher, Marine Le Pen inéligible, la tempête ne fait que se lever. Cette décision de justice pourrait se retourner contre la démocratie libérale, écrit-elle. Nous avons également sur LCI François Langlais qui s'est exprimé et qui parle du fait que les juges ont considéré le calendrier politique pour flinguer Marine Le Pen, ce sont ces mots que je cite. Ils ont ce désir de prendre le surplomb sur la vie nationale en se parant de pureté, fondée en principe sur le droit, mais en réalité sur des opinions. Il ajoute même qu'à l'heure actuelle, il pense qu'une menace pèse sur l'état de droit français. Il ajoute également que la justice et la magistrature sont politisées à gauche et que les Français ne lui font plus confiance, notamment suite à des décisions prises sur des questions liées à l'immigration. Sur cette même chaîne, il y avait également Noël Lenoir qui était présente. Elle est membre honoraire du Conseil constitutionnel. Et elle dit à propos de l'inéligibilité de Marine Le Pen que cette décision n'est pas fondée en droit, du moins son exécution provisoire qui ne peut pas être contestée en appel. Et elle reprend cette formule de Mitterrand, les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Jean-Yves, vous avez un commentaire. J'ai 2 commentaires à faire. D'abord un commentaire sur le commentaire de Madame Lenoir, ancien membre du Conseil constitutionnel. Quand on dit les défenseurs de la décision de justice et ceux qui veulent éliminer le Rassemblement national du débat disent mais c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit. Alors on va regarder sur quelle base se fondent les juges pour déclarer
Marine Le Pen inéligible immédiatement, ils se fondent parce que si elle était candidate à l'élection présidentielle, je cite, ce serait un trouble à l'ordre public démocratique. Ce serait un trouble à l'ordre public démocratique. Sauf que cette formule, on ne la trouve nulle part, ni dans la Constitution, ni dans un article de loi. C'est une création des magistrats. C'est une invention des magistrats. Donc ce qu'on appelle l'état de droit, c'est l'inventivité des magistrats. Au cas particulier, ce qui est quand même intéressant, c'est, vous avez lu un certain nombre de critiques qui émanent de personnalités, c'est pas évident, vous l'avez souligné, c'était pas évident que M. Jakubowicz, c'est pas évident que M. François-Olivier Gisbert ou que d'autres encore, l'anglais, critiquent cette décision. Non, donc on peut dire que dans la critique de la décision, il y a les critiques qu'on peut attendre, qui viennent des gens naturellement favorables à Marine Le Pen ou à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion, mais il y a aussi des gens qui sont plus surprenants. Voilà. Donc c'est intéressant de souligner, il y a un certain partage. Voilà. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Par ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de l'expression un tapis rouge médiatique qui a été employé par certains journalistes qui dénonçaient la surreprésentation des élus et des porte-paroles du Rassemblement national. Eh bien, ce qu'on ne spécifie peut-être pas assez, c'est qu'ils sont entourés également de journalistes rouges, à l'instar, par exemple, des plateaux sur lesquels était présent Jean-Philippe Tanguy dans C'est politique et dans C'est ce soir. Je vous propose d'écouter ces deux extraits tout de suite. Une fois de plus, bon, je suis seul, je me défends comme je peux, mais j'ai dit tout à l'heure Libération. Pourquoi est-ce que j'ai dit ? Parce qu'il faut quand même informer ceux qui nous écoutent. Monsieur Berthelot, et c'est son droit, et il le sait très bien, fait partie d'une cellule anti-RN, revendiquée comme telle. Oui ou non ? Alors, il y a un complot du Parlement européen et il y a un complot de Libération. À laquelle participe visiblement la cellule de Libération. C'est vrai ou pas ? Mais je suis journaliste en charge. Non, j'ai pas dit que vous n'étiez pas journaliste. Et probablement nous nous réunissons dans une cave la nuit, probablement. C'est pas un élément de langage. Ce n'est pas un élément de langage. C'est que j'en ai assez qu'on présente toujours des gens qui parlent et qui ont le droit, sans dire qui ils sont. Quand je viens sur un plateau, on dit qui je suis. Oui ou non ? Bon, quand M. Berthelot vient ou un autre, vous n'êtes pas le seul, vous inquiétez pas, personne ne dit qu'il est membre d'une cellule. Il y a un communiqué de presse qui a été envoyé, tout le monde peut le vérifier sur Internet, qui revendique. De presse. Oui, de Libération, quand la cellule a été créée, madame. Bon. C'est quoi comme cellule ? Anti-RN. Le syndicat de la magistrature n'a pas fait barrage à Marine. Vous avez de ça, Non, il y a un communiqué de presse. Mais il y a un non, mais alors là, c'est en lien. Le syndicat de la magistrature. Mais ça n'est pas un jugement aujourd'hui du syndicat de la magistrature. Vérifiez. Non, mais faites vérifier par vos équipes. Il y a eu un communiqué de presse de le syndicat de la magistrature pour faire barrage à Marine. Mais ce que je dis, Jean-Philippe Tanguy, c'est que moi, je demande qu'on puisse savoir. Visiblement, c'est très choquant qu'on puisse savoir ce que pense un juge. Est-ce que je peux vous poser ma question ? Effectivement, ce qu'il dit, Jean-Philippe Tanguy, on peut le retrouver facilement sur Internet. Le communiqué du syndicat de la magistrature, le voici, je vous le passe à l'antenne. Il spécifie, bien sûr, après les élections européennes, que le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et des magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Bon. Ça, c'est très clair. Et effectivement, le jugement rendu par Madame de Pertuis est dans la ligne exacte, je ne sais pas si elle est ou non de ce syndicat, peut-être pas, mais il est exactement dans la ligne de l'appel de ce syndicat. De même que, s'agissant de Libération, il y a effectivement une cellule anti-FN de 4 personnes. Alors, ça pose un problème de financement politique, parce que Libération vit de subventions publiques, et avec ces subventions publiques, il mobilise 4 personnes. 4 personnes. Nicolas Massol, Tristan Berthelot, Maxime Massé, Pierre Plotu. Pour combattre le Rassemblement national et, entre guillemets, l'extrême droite, avec l'argent public. Alors c'est pour démonter l'opération de dédiabolisation de l'extrême droite, très exactement, mais il parle effectivement dans le communiqué de presse de Libération d'une cellule. Donc le terme n'est pas inventé par Jean-Philippe Tanguy. Par ailleurs, Tristan Berthelot se moque en faisant un tweet en disant « Ça alors, l'extrême droite découvre que Libé compte 4 journalistes spécialistes de l'extrême droite chargés d'enquêter sur l'extrême droite. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas assumé en plateau. » Oui, absolument. Et puis encore une fois, c'est de l'argent public.
Libé fait de la politique, alors de la politique anti-extrême droite, de la politique pro-extrême centre, pro-LFI selon les cas, avec l'argent public. Et par ailleurs, sur ces plateaux, on voit bien que Jean-Philippe Tanguy est seul face à une horde qui est totalement contre lui. Oui. Bon, donc c'est bien qu'on avance en plus sous couvert et sous masque et sans spécifier qui. Alors, précisons que la 5, là, c'est une émission du service public réalisée par le privé, par des agents du banquier Pigasse qui s'est engagé en faveur de la gauche et de l'extrême gauche. Voilà, donc on a un combo banquier service public là et argent public. Alors puisque là, le banquier vit aussi de l'argent public. Pour rester, Jean-Yves, sur les réactions politiques, il y en a une qui s'est particulièrement distinguée. Il s'agit de Marine Tondelier et je vous propose qu'on l'écoute parce que c'est assez fameux, vous allez voir. Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui, quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous parce que vous menacez ces institutions-là. Donc c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe démocratique que de ne pas vouloir que vous arriviez au pouvoir. La réponse là-dessus, Laure Lavalette. Voilà. Extraordinaire. Tondelier est formidable parce qu'elle dit c'est normal que les juges soient de gauche, c'est normal que les journalistes soient de gauche, pour ajouter c'est normal que les profs soient de gauche, et donc on voit très bien qu'il y a des petites minorités, une petite caste composée de 3 corporations, on va dire, qui veut imposer sa dictature sur le pays. Et quand il y a des protestations, alors là, c'est un scandale. Mais elle est charmante, Tondelier, parce qu'elle dit les choses, finalement. Elle a une fraîcheur derrière son tailleur vert, elle a une fraîcheur très, très plaisante, finalement. Le vert, c'est la menthe. À l'international, pas mal de réactions également. On rappelle, bien sûr, « Je suis Marine » de Viktor Orban en Hongrie, mais également des réactions outre-Atlantique qui dressent un parallèle avec Donald Trump. On a, par exemple, Elon Musk qui parle d'un abus de système judiciaire et qui compare cela avec les poursuites visant Donald Trump. Et puis Donald Trump Jr. lui-même qui a fait un tweet en disant « Mais est-ce que vous essayez de prouver que J.D. Vance avait raison à propos de tout ?» Et il y a bien sûr, pour conclure un peu cette revue de presse, Jean-Yves, les articles totalement attendus et non surprenants. L'humanité qui a détourné un vieux slogan du Front National pour faire une sur la condamnation de Marine Le Pen, main sale, tête basse. 5 articles de l'Humanité quand même en 2 jours sur cette affaire de Marine Le Pen. On voit ceux qui fait leur beurre. Nouvel Obs qui a fait sa une également sur Marine Le Pen inéligible, sa faute, avec une photo en noir et blanc un peu inquiétante. L'Express qui a interviewé Raphaël Enthoven qui lui dit Marine Le Pen est à la morale publique ce que Tariq Ramadan est à la pureté des mœurs. Libération dans un billet de Jonathan Boucher-Peterson qui dit que Marine Le Pen voudrait être traitée comme une victime, mais les Français ne sont pas dupes. 20 minutes qui parle de la manifestation qui va avoir lieu dimanche à Paris, que Marine Le Pen a appelée de ses voeux, et il compare cette manifestation à un Capitole à la française, ce qui est quand même, n'ayons pas peur des mots, allons-y pour 20 minutes. N'oublions quand même pas que la manifestation du Capitole visait l'élection, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, frauduleuse de M. Biden en 2000, puisque les démocrates ne gagnent les élections aux États-Unis que dans les États où on ne contrôle pas l'identité des électeurs. Oui. D'ailleurs, de nombreux spécialistes des États-Unis dénoncent aujourd'hui le fait que les manifestants ont pu être guidés par des agents de la CIA qui étaient présents dans la manifestation pour la faire dégénérer, ce qui est une pratique assez commune de la police, mais assez mal connu, il faut le dire. Mediapart a fait cet article aussi. Le Pen, Sarkozy, il n'y a pas de République des juges, mais des juges de la République. Et à propos de juges de la République, eh bien, je dois dire qu'il y a aussi des journalistes de la République. Et je voudrais faire peut-être un petit zoom sur celui-ci, Paul Laroutourou, qui a publié ces 2 vidéos que je vous ai regroupées ensemble et que je vous propose de regarder. Monsieur Odo, une réaction ?
Marine Le Pen sera privée de candidature en 2027. Quelle est votre action? Pas de réaction? Est-ce que la démocratie est fracturée comme dit Jordan Bardella? J'ai pas de réaction, merci beaucoup. C'est le tour de Jordan Bardella. C'est votre candidat maintenant? Merci. C'est très long ce couloir. Il vous a suivi ou pas? Bah oui, il a entendu. Madame Le Pen? Alors, les images sont bien sûr en accéléré. Qui l'eût cru? Le journalisme, c'est un peu sportif. Ce que vous venez de voir, ça a été publié par Paul Laroutourou lui-même. Il est journaliste, reporter, réseaux sociaux pour le groupe TF1. Il a bien sûr été formé à Bonne École. Il vient de Quotidien. Vous aurez reconnu les méthodes. Moi, je trouve ça assez intéressant qu'on parle beaucoup d'harcèlement sexuel autour des femmes. Là, moi, j'appelle ça du harcèlement journalistique, cette méthode de suivre envers et contre tout une personne qui a manifestement pas l'intention de répondre. Voilà, Jean-Yves, je vous laisse faire un commentaire sur ce bonhomme. Bah, je crois que c'est effectivement, vous avez tout dit, c'est du harcèlement journalistique. Voilà. Puisque quelqu'un a le droit de répondre ou de ne pas répondre. Si on ne veut pas répondre, on le respecte. Bon, enfin, ça m'a rappelé des lieux que je connais bien, puisque moi-même, je suis poursuivi et peut-être condamné, je le serai mardi, pour avoir critiqué un juge, puisqu'il est interdit de critiquer les juges. Enfin, j'attends la condamnation, voire la relaxe mardi, mais c'est des lieux, ça m'a rappelé des souvenirs. Oui, la boucle se boucle, effectivement, comme toujours. Paul Laroutourou avait déclaré que les gens ne veulent plus de discours aseptisés dans les médias. Et justement, je vous parlais en introduction du micro-trottoir que nous avons réalisé. Eh bien, voilà un micro-trottoir non aseptisé qui plairait beaucoup à Paul Laroutourou, du moins, c'est une de ses premières versions que je vous propose de regarder maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de l'inéligibilité de Marine Le Pen? Moi, je trouve que c'est très bien. Puis il y en a d'autres qui pourraient y être d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps, un peu inquiet de ce qui se passera, qui prendra sa place. Je suis plutôt content de cette nouvelle-là, parce que je ne partage pas les opinions politiques de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de l'inéligibilité de Marine Le Pen qui a été prononcée? C'est trop hâte. Je suis tellement contente. Enfin, une bonne heureuse et épanouie. De ses idées, non. Elle devrait avoir perpète. Elle-même s'était prononcée il y a quelques années. Si j'ai lu quelques beaux articles ce matin sur des peines même particulièrement lourdes pour des gens qui pouvaient détourner des fonds publics. Donc je trouve ça parfaitement normal. Est-ce que c'est une décision un peu politisée malgré tout? C'est la justice, c'est des juges qui font leur boulot. Marine Le Pen, dans un discours, elle a dit que les gens qui ont commis, en étant membres du gouvernement, des crimes ne devraient plus du tout être éligibles. Donc je pense qu'en fait, elle devrait appliquer finalement ses propos. Pensez de la justice en France? Bon, la justice, point barre. Je pense que c'est quand même des professionnels et qu'il faut laisser... Moi, je leur fais confiance. Que ce soit par la justice ou par les urnes, c'est plutôt positif qu'elle ne puisse pas se représenter, parce que je pense que le RN véhicule des idées dangereuses. Il y a un droit en France, il faut le respecter. Les magistrats vont être critiqués alors qu'on a une justice qui fait son travail. J'imagine qu'on est quand même un des pays qui avons une justice entre guillemets à peu près juste. J'ose espérer. Ne sombre pas dans le populisme. Bon, alors vous voyez, ça, c'est la version... Tout le monde, il trouve ça très bien. Mais il pourrait y avoir, et on va le voir, une autre version. Tout le monde, il trouve ça très mal. C'est une question de choix des questions, d'angle et de sélection. Oui, c'est parti pour la version « Tout le monde trouve ça très mal ». C'est pas anodin. Je pense que tout est contrôlé. Et l'État, je pense qu'ils en sont... Je pense que... Je suis pas pour les complotistes, mais je pense que derrière... Je pense que ça arrive pas comme ça par hasard, je pense. Ça semble un peu excessif quand même. Moi, je fais pas trop de politique, mais bon, c'est pas normal. Il y a quelqu'un plus haut qui est en train de fermer la bouche à ceux qui ont une autre opinion que celles qui sont actuellement au pouvoir. Ça arrive pas comme ça par hasard, je pense. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir des juges finalement? Parce qu'à 2 ans des élections, ils ont le pouvoir de l'écarter de la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ce pouvoir? C'est pas au juge de décider ça. Dans tous les cas, il fallait qu'elle se fasse juger tôt ou tard. Donc bon, il vaut mieux que ce soit 2 ans avant qu'à quelques mois des élections. Il y a une justice, il faut qu'on la respecte, mais pour moi, c'est pas un juge de première instance qui doit décider cela.
Cette échéance, justement, qu'est-ce que vous en pensez? On est à 2 ans des présidentielles, là, actuellement. On dirait que c'est fait exprès. Regardez Sarkozy, là. Reste à savoir si les juges eux-mêmes ne sont pas partie prenante dans cette affaire. Je crois qu'il faut déconnecter la question du politique du judiciaire. Il paraît que c'est tenu maintenant par des gens de gauche. Comment voulez-vous Je pense que la justice est toujours politique. Donc, dans cette décision, c'est difficile à dire. On verra si, quand c'est l'autre bord qui est attaqué, il y a les mêmes prises de position ou les mêmes sentences. C'est ça, sentence. Puisqu'il y a Mélenchon-Chirikou, donc nous verrons. Bon, alors vous voyez, là c'est différent, hein. Là on a la version pro-marine, mais à partir du même reportage. Il suffit de bien sélectionner. De bien découper. Alors les biais, les voici, c'est bien sûr celui qu'on envoie sur le terrain et les instructions qu'on lui donne. Et puis il y a aussi le lieu où ça se passe. Là, bien sûr, on tourne à Paris. On sait qu'on a majoritairement un électorat qui n'est pas particulièrement favorable à Marine Le Pen. Il y a par ailleurs... Voilà, on a pu le constater dans ce micro-trottoir-là, des physiques aussi et des tenues qui donnent une impression assez juste finalement des idées politiques des personnes. Ça se voit beaucoup chez les jeunes notamment. Et puis ensuite, il y a la façon dont on travaille les questions et dont on les pose naturellement. On peut obtenir de quelqu'un qui dit A dans un premier temps, qu'il dise ensuite B dans un second temps, en orientant finalement ses réponses. C'est comme dans une rivière, hein. On peut passer des coudes ou le faire passer pour un imbécile tout simplement. Ça c'est assez facile aussi selon le montage. Si on prend des on le fait passer forcément pour un crétin. Donc vous l'aurez compris, il y a bien sûr le montage, les coupes que l'on fait sur le rush initial. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce petit montage-là. Ici, à TVL, on prétend à une éthique journalistique véritable. Donc, je vous propose maintenant de regarder la 3e version de ce micro-trottoir, c'est-à-dire celle qui est objective et qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de l'inéligibilité de Marine Le Pen ? Moi, je trouve que c'est très bien. Puis, il y en a d'autres qui pourraient y être, d'ailleurs. Les politiques sont des citoyens comme les autres. Donc, effectivement, si cette loi ou cette réglementation existe... Pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça fait quand même... ça semble un peu excessif quand même. Je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps, un peu inquiet de ce qui se passera, qui prendra sa place. Ça n'arrive pas comme ça par hasard, je pense. Que ce soit par la justice ou par les urnes, c'est plutôt positif qu'elle ne puisse pas se représenter parce que je pense que le RN véhicule des idées dangereuses. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir des juges finalement? Parce qu'à 2 ans des élections, ils ont le pouvoir de l'écarter de la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ce pouvoir? C'est pas aux juges de décider ça. Ils sont très soumis au pouvoir présidentiel et autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'inéligibilité de Marine Le Pen qui a été prononcée? Trop hâte! Ah, je suis tellement contente! Ah, heureuse et épanouie! Ça, c'est un bon lundi qui commence, ça! Une décision difficile à prendre. Donc, j'ai du mal à prendre position. Reste à savoir si les juges eux-mêmes ne sont pas partie prenante dans cette affaire. Il paraît que c'est tenu maintenant par des gens de gauche. Comment voulez-vous Je trouve parfaitement normal que la démocratie puisse s'exercer, que la justice puisse être au moins sur la première ligne de la démocratie. Il y a quelqu'un plus haut qui est en train de fermer la bouche à ceux qui ont une autre opinion que celles qui sont actuellement au pouvoir. S'il y a une justice qui doit être faite, qu'elle soit faite, mais qu'elle soit équitable pour tout le monde, quoi. Dans tous les cas, il fallait qu'elle se fasse juger tôt ou tard. Donc bon, vaut mieux que ce soit 2 ans avant qu'à quelques mois des élections. Je pense que la justice est toujours politique. Donc, dans cette décision, c'est difficile à dire. On verra si, quand c'est l'autre bord qui est attaqué, il y a les mêmes prises de position ou les mêmes sentences. C'est ça, sentence. puisqu'il y a Mélenchon-Chirikou, donc nous verrons. Alors ça, c'est objectif, je ne sais pas, parce qu'il n'y a jamais totale objectivité, mais
il y a un certain équilibre. Voilà, c'est plus il y a, équilibré. bah oui, c'est bien, c'est normal, elle a péché, elle est punie, ou c'est scandaleux, c'est pas normal. J'aime bien la dame qui doit être d'origine roumaine et à qui les pratiques, qui doit avoir le souvenir des pratiques soviétiques ou post-soviétiques, voilà, c'est assez amusant. Et puis moi, j'ai torturé personne pour avoir ce genre de réponse. Merci beaucoup au réalisateur de cette émission. C'est lui qui a tourné les images dans Paris avec moi. Alors merci Maxime. Merci Maxime, exactement. Et puis merci Jean-Yves d'avoir relancé cette idée. Je me souviens que ça avait été déjà fait dans les Bobardeurs il y a quasiment 10 ans avec Olivier et Élise qui étaient à la manœuvre. Le montage, c'est avec mes 10 petits doigts que je l'ai fait. Donc si ça vous a plu, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis surtout, dites-nous si vous voulez qu'on refasse de temps en temps ce genre d'exercice. Et surtout, pensez à chaque fois que vous écoutez un micro-trottoir, que ce que vous dit le micro-trottoir, c'est pas forcément ce que l'opinion pense, c'est ce que le journaliste veut que vous pensiez ou veut que vous pensiez que l'opinion croit. C'est ça la fonction du micro-trottoir, c'est de légitimer par des quidam un a priori idéologique ou politique. Alors pour être tout à fait franc, j'ai un peu eu à nouveau cette idée, puisque c'est une vieille histoire des Bobardeurs d'il y a 10 ans, en écoutant France Info qui le jour de l'inéligibilité de Marine Le Pen avait fait plusieurs micro-trottoirs différents, qui étaient chacun très clivants. Alors, il y avait le micro-trottoir dans une métropole qui était très anti-marine et le micro-trottoir dans le Pas-de-Calais qui était très pro-marine. Donc, ils n'avaient pas fait des micro-trottoirs équilibrés, mais ils avaient fait des déséquilibres qui, en quelque sorte, se compensaient. Vous remarquerez que j'ai dit un peu de bien de France Info, c'est à noter d'une pierre blanche. Ce sera très rare et je pense que ça le restera. Le jour de la condamnation de sa plus grande rivale, Jean-Yves, je pense que ça nous fera une bonne conclusion. Emmanuel Macron tweetait ceci. Il reprend, vous allez le voir, une dialectique bien particulière. Il n'y a pas de planète B, et il parle bien sûr de la protection des océans dans la suite de son tweet. Jean-Yves, il n'y a pas de planète B, c'est quand même une formule de lobbyiste. C'est une formule de lobbyiste, mais finalement, la meilleure opération des lobbyistes, c'est d'avoir placé Emmanuel Macron à la présidence de la République, où il met en place l'agenda arc-en-ciel, LGBT, alarmiste climatique et immigrationniste. C'est une très belle réalisation des lobbyistes. Eh bien, place maintenant au pastis de l'information. Un tableau de Donald Trump a fait parler de lui. Il s'agit d'un tableau qui figure pourtant depuis 6 ans dans la collection des portraits présidentiels du Capitole du Colorado. Attention à Denver. L'artiste qui a peint ce tableau, il s'agit de Sarah Boardman. Elle avait également peint le portrait de Barack Obama. Et ça a déclenché toute une série d'articles à la suite d'une demande de Donald Trump de retirer le portrait. Je vous propose, pour comprendre très vite pourquoi, de mettre en parallèle les deux images, le portrait de Barack Obama, le portrait de Donald Trump, qui ne sont évidemment pas tout à fait inspirés de la même façon. La presse en a parlé de la façon suivante. Trump juge son portrait déformé. Vraiment le pire, il s'insurge contre un portrait de lui déformé, exige son retrait. Ouest France, Donald Trump moqué sur les réseaux sociaux pour avoir exigé le retrait d'un portrait qu'il juge déformé. Voilà, c'est toujours, la presse, elle reprend toujours cette dialectique. Il se trouve déformé. La réalité, Jean-Yves, c'est il est déformé. Il est déformé. Ce Trump, on peut l'aimer ou pas, mais c'est un homme d'une énergie, d'une puissance. C'est un homme aux traits anguleux, à la mèche en bataille. Et là, on représente un Trump bouffi. C'est complètement... C'est pas lui. Je comprends que ça ne lui plaise pas, parce que ça n'est pas lui. Encore une fois, on peut très bien détester le Trump combatif, mais il est combatif. Il n'est pas... il n'est pas affadi, apachi. C'est pas un mou, voilà. quoi. C'est pas un mou. Voilà. C'est pas un grand méchant mou. Voilà. Alors, on dirait effectivement, et moi ça ne me plairait pas qu'on l'a représenté alors qu'il a mangé trop de burgers. Et vous allez voir, ça nous fait une excellente transition pour la pastille suivante. Pour là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Très bien, merci. Voilà, donc,
Un Premier ministre qui fait la pub d'un fast-food en plein conseil municipal. Jean-Yves, qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, ça a bien amusé la presse. Il parle d'un slogan devenu culte de François Bayrou. D'ailleurs, Burger King a carrément repris cet extrait donc, dans sa communication sur Twitter, mais dans sa nouvelle pub. C'est à la fin de sa nouvelle pub, cet extrait. On peut le trouver. Le Figaro parle d'une espièglerie. Ouest France, eux, je les cite, François Bayrou semble bien connaître Burger King. Donc, ils sous-entendent clairement que François Bayrou est un gros mangeur de hamburgers. Ouais. Voilà. Ou plutôt de hamburgers, ou plutôt de sandwich. C'est un peu décevant, parce que on pourrait penser que c'est un homme du Béarn, qui est attaché quand même. Alors, la cuisine du Béarn, elle est quand même assez roborative, assez riche. Mais le Burger King, c'est un peu décevant, franchement. Vraiment. Bon. On vous passe pas la publicité, il n'y a pas besoin de leur faire plus de publicité aujourd'hui. N'oubliez jamais, si c'est gratuit, en principe, c'est que c'est vous le produit. Je vous propose maintenant de regarder un extrait de Rachida Dati en déplacement. Elle était allée à Lens et elle est aux côtés d'élèves de CE2 qui lui parlent. Vous allez voir ce qu'ils lui posent comme question. On regarde ça tout de suite. Vous savez comment je m'appelle Rachida. Et toi, tu t'appelles comment? Yasmine. Ah, et toi? Non. Oui. Vous êtes de quelle origine? Mon origine, mon père, il est marocain. Comme moi? Et voilà. Et ma mère, elle est algérienne. Je crois que c'est la seule dans la classe à être algérienne. Ouais. Tes parents, ils sont les deux algériens? Et toi? Et toi? C'est un honneur de vous voir. Alors ça, c'est intéressant parce que... C'est charmant à première vue. C'est charmant. Avec des enfants, Rachida Dati, officiellement, est une ministre française. Elle s'adresse à des enfants dans une école française et vraisemblablement des enfants français ou appelés à le devenir puisqu'ils sont nés en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'explosion, le rappel, le réveil du fait ethnique. Puisque quand on lui demande à Rachida Dati quelles sont ses origines précises, marocaines et algériennes, quelles sont ses origines, et les enfants se définissent aussi de manière ethnique, algérienne, marocaine, etc. C'est le retour du refoulé ethnique par rapport à tous les discours sur l'assimilation. Si on voulait croire à l'assimilation, eh bien, on verrait que l'assimilation, ça ne fonctionne pas. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas bien. Cliquez sur le pouce en l'air, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. On ne se quitte pas sans le portrait piquant de cette semaine qui est consacré à Jean Quatremer. On vous parlait des spécialistes anti-Rassemblement national de la cellule contre l'extrême droite à Libération. Lui, il est à Libération, mais il est spécialiste de l'Union européenne. Il a fait quelques sorties d'ailleurs un peu islamophobes. Les oreilles, ça doit siffler un peu à Libération. On vous laisse regarder. Le malheureux vit à Bruxelles et donc effectivement, il est parfois en zone, comment on dirait avec Rachida Dati, en zone marocaine. On vous laisse regarder en tout cas l'excellent portrait piquant réalisé par Claude Cholet en partenariat avec Logim. Et puis, avant de se quitter, on vous dit à très vite sur TVL et on vous souhaite de bien vous porter, évidemment, comme chaque semaine. À très vite. Jean Quatremer est le spécialiste de l'Union européenne pour Libération depuis plus de 3 décennies. Porte-voix d'un fédéralisme européen basé sur la disparition des nations, il est parfois en porte-à-faux avec sa rédaction pour ses propos un peu trop réalistes sur l'immigration à Bruxelles et sur le conflit israélo-palestinien. Né en 1957 à Nancy, Cédric Thomas, de son vrai nom, est le fils d'un médecin militaire et d'une mère suédoise. Il fera une partie de ses études secondaires en Algérie avant d'étudier le droit. Après un début de carrière juridique, il rejoint Libération en 1984. Il y sera responsable du cahier Europe avant de rejoindre Bruxelles comme correspondant auprès
de l'Union européenne et de l'OTAN. Parmi ses titres de gloire, il est le premier à avoir évoqué les frasques de Dominique Strauss-Kahn. Jean Quatremer présente deux visages. Côté court, celui d'un européiste fervent et hostile aux nations. Côté jardin, le visage courageux d'un journaliste qui décrit sans phare l'immigration européenne sans toutefois la condamner. Côté court, voici ce qu'il déclarait lors des 10e rencontres européennes de Luxembourg. Je cite « Je dirais que l'Europe n'est pas une identité commune. Ça, je n'y crois pas. C'est un modèle qui peut être exporté, qui peut devenir le modèle du monde. Ça peut devenir une ONU qui a réussi et qui s'étend au reste du monde. » Fin de citation. Très hostile au mouvement des Gilets jaunes, il manifeste par ailleurs son réalisme en déclarant en septembre 2016 à propos de Bruxelles, je cite, « À 200 mètres de la Grand Place, c'est l'Arabie Saoudite. » En novembre 2024, c'est l'affaire Nedjib Sidi Moussa. Ce dernier a participé à une émission de C'est Politique et a été traité d'égorgeur en puissance par le dessinateur Xavier Gors. Dans un tweet qu'il supprimera, Jean Quatremer reprend « égorgeur » et le mot. Il avait déjà été en délicatesse en juin de la même année avec la rédaction de Libération pour un autre tweet jugé alors islamophobe. Quelques années auparavant, il avait déclaré sur Arte, le 15 janvier 2016, je cite « Moi, je me rappelle d'un article, un truc absolument extraordinaire sur une affaire de tournante en banlieue parisienne. Tous les noms avaient été changés. Ce que l'on fait régulièrement parce qu'on ne sait pas encore les identités. C'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel, des Maurice, sauf qu'en réalité, c'était des Mohamed, des Ahmed, etc. » Fin de citation. Plus récemment, dans un entretien du 30 mai 2024, repris dans Tribune Juive du 6 février 2025, il déclarait, je cite, « Je rappelle encore une fois que la plupart des auteurs des attentats de 2015-2016 venaient de Molenbeek. Ils venaient de Belgique et ont fait comme si ce n'était pas le cas. La Belgique est le trou noir de la sécurité européenne et sans doute la base arrière du terrorisme islamique en Europe. » Fin de citation. Les oreilles doivent parfois siffler à Libération.